Bonjour, c'est Juliette. Salut, c'est Spade. Aujourd'hui, on vous propose une fiction à 4 mains autour du mystère du col Dyatlov en Russie. Yuri plissa les yeux, essayant de percer l'obscurité et le balai hypnotique des flocons. Svetlana s'était enfuie de leur chalet sans laisser de traces, sans raison. Ils étaient partis à plusieurs dans l'espoir de la retrouver, marchant 1 heure, peut-être 2. Sur la montagne autour d'eux se répercutait l'écho de leur voix désemparée. Et bien sûr, aucune réponse. Leurs vêtements rendus humides par la neige tombante leur collaient à la peau et leurs dents claquaient. Pourtant, ils restaient déterminés. Pourquoi est-ce qu'elle est partie comme ça? Si soudainement. C'est pas normal. Qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête? Faut que j'arrête de penser à tout ça. Ça me colle la migraine. Là, son écharpe rouge accrochée à un arbre. Oui, il reconnaissait ses broderies. Yuri s'empara vivement de ce morceau d'étoffe et se mit à chercher d'autres indices quant à la direction à prendre. Igor, leur guide, leva la tête et aperçut un peu plus haut vers le col quelque chose qui brillait. Regardez là-bas. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est? Il grimpa les quelques mètres qui les en séparaient et redescendit peu après en brandissant le bracelet en argent de Svetlana. Svetlana! Yuri se précipita et lui arracha l'objet métallique. Svetlana! Calme-toi! Arrête de crier comme ça! Tu vas finir par provoquer une avalanche! Ravalant sa salive, envahi par la nausée et à bout de souffle, Yuri finit par s'asseoir au pied d'un arbre tout proche. Les uns après les autres, tous vinrent se recroqueviller autour de lui, alors qu'Alina, sa sœur, leur tendait un morceau de pain et un peu d'eau, afin qu'ils puissent reprendre des forces. Je pense que si on veut la retrouver, il faut qu'on continue à grimper jusqu'au col. On doit aller encore plus haut! Oh, vous êtes complètement fou. Je suis guide depuis une vingtaine d'années et l'endroit est particulièrement traître, surtout en pleine tempête. On n'y voit rien, il fait déjà nuit. On va mourir gelés. J'en ai rien à foutre. C'est ma femme qui est là dehors quelque part. Je vais pas la laisser. Écoute, Yuri, je sais que c'est dur, mais on peut rien faire. À part nous mettre en danger, nous aussi. Dès que la tempête sera calmée, je te promets qu'on reviendra avec toute une expédition pour la retrouver. C'est des conneries. Je sais qu'elle est là. Elle n'a pas dû aller loin. Je suis sûr qu'elle est perdue. Juste à quelques mètres de nous. À notre portée, je le sais. Je le sens là. On ne peut pas partir. De toute façon, je bouge pas d'ici. Alors qu'il prononçait ces mots, Yuri sentit que les vaisseaux sanguins dans le blanc de ses yeux avaient éclaté, montrant toute l'étendue de son bouillonnement intérieur. Bon, eh ben, visiblement tu me laisses pas le choix. Très bien, je vais rester ici avec toi pour chercher encore un peu. Mais vous autres, vous rentrez vous mettre à l'abri, hein, et soyez prudents. J'ai aucune envie de devoir aller chercher un autre groupe perdu en plein blizzard, moi. Le petit groupe se sépara alors. Il fut décidé qu'Alina, Igor et Yuri grimperaient jusqu'au col. Les autres, eux, redescendraient dans la vallée chercher de l'aide. Le trio se remit en route, n'oubliant pas de s'accrocher les uns aux autres au moyen d'une corde. Le vent sifflait à leurs oreilles. Le craquement de leurs raquettes sur le sol résonnait avec fracas. Le froid les saisissait. Du coin de l'œil, Yuri croyait voir la silhouette de sa femme en permanence. Il sentait sa présence. Elle l'appelait. Vous n'avez rien entendu? Non. Ah, ne t'arrête pas, Yuri, c'est le vent, ça. Il rendrait fou n'importe qui. Parfois, ces hurlements ressemblent à des pleurs. Ça m'a toujours foutu les jetons. J'étais pourtant sûr d'avoir entendu. Allez, viens. Igor montra un endroit où ils pourraient passer la nuit. C'était un renfoncement dans la roche qui leur permettrait de s'abriter, de poser leur tente et faire un feu. De surcroît, aucun animal ne semblait y avoir élu domicile. Le campement établi, et profitant d'une accalmie,
Yuri décida de faire une ronde alentour, sans trop s'éloigner. Il se montra toutefois prudent. Svetlana! Il tenta d'appeler son épouse en vain. La laine glacée de la bise effleurait ses joues. Il se retournait souvent, ayant le sentiment étrange qu'elle marchait dans ses pas. Il ne trouva rien cependant, à part des rochers anthropomorphes et des flocons de neige qui tournoyaient. Il retourna au campement le cœur lourd, et Alina le regarda d'un air navré. Igor faisait les 100 pas autour du feu. Ils mangèrent une soupe en conserve, un bien piètre réconfort. Allez, viens t'asseoir près de moi et avale ça. Ça va te réchauffer un peu. T'inquiète pas comme ça. On va la retrouver, ta Svetlana. J'ai pas faim, Alina. Comment veux-tu que je mange quand je sais qu'elle est quelque part perdue? Oh, et puis merde! J'ai tellement mal à la tête, à force d'y penser. Les ombres menaçantes des sapins semblaient se moquer de lui. Pourtant, il avait toujours ce mince espoir de voir au loin le pâle visage de sa femme, se confondant peut-être avec la blancheur immaculée des flancs de la montagne. La nuit tombait peu à peu. Ils étaient perclus de fatigue. Ils se blottirent chacun dans leur tente, mais Yuri, quant à lui, ne parvint pas à trouver le sommeil. Sans cesse, il lui semblait entendre des crissements de pas, des murmures. Quand il ouvrit sa tente, il ne vit que l'opaque obscurité et la neige blafarde. Mais il savait qu'elle était là, à le fixer dans les ténèbres sans qu'il puisse la voir. Svetlana? Tu m'entends? Soudain, il sortit de sa tente, comme happé par une force mystérieuse. Il courut dans la nuit, l'air fou, hurlant son nom sans s'arrêter, les yeux perdus dans le vide, les bras tendus vers le néant, cherchant à l'étreindre. Ses mains étaient toutes gonflées. Il était à bout de souffle et tournoyait sur lui-même. Tout à coup, elle vint. Elle lui apparut à l'orée de la forêt. Svetlana, tu es là? Elle lui souriait. Pourtant, à chaque pas qu'il faisait vers elle, elle s'éloignait. Elle était insaisissable. Était-ce une chimère? Une illusion? Un rêve? Il se refusait à la voir partir. Svetlana? Oh, reviens! Reviens! Une bourrasque l'emporta hors de son champ de vision, le laissant seul au milieu de la montagne. Il s'écroula dans la poudreuse. Reviens! Tout devint noir. Merci d'avoir écouté cette nouvelle histoire. C'est Spade, du magnifique média occulte noir que j'adore, qui a écrit cette nouvelle et je l'ai mise en ambiance sonore. Je vous propose à présent de nous attarder un peu plus sur ce fameux mystère du col Dyatlov dont parle cette nouvelle histoire que vous venez d'écouter. En 1959, 9 jeunes diplômés de l'Institut Polytechnique de l'Oural partent en expédition à ski dans une zone montagneuse très isolée. Leur chef s'appelle Igor Dyatlov. Ils visent une ascension difficile, dangereuse, mais ils sont entraînés, équipés pour le froid, ils n'ont pas peur. Ils se sont mis d'accord pour donner des nouvelles à une date précise. Quand ils ne rentrent pas, des recherches sont alors lancées. C'est sur une pente partiellement recouverte de neige qu'on retrouvera leur tente, à moitié dissimulée. Un détail très troublant, la toile de la tente aurait été entaillée de l'intérieur, comme si ses occupants avaient dû fuir en urgence face à un danger certain. Autour du site, on trouve des traces de pas qui s'éloignent. Parfois même comme si certains des jeunes étaient en chaussettes ou pieds nus, alors qu'il faisait un froid extrême au moment de leur disparition. Malheureusement, un peu plus tard, on retrouve 2 corps, près d'un feu improvisé sous des arbres, légèrement vêtus. Non loin de là, 3 autres corps gisent entre ce feu et la tente,
comme s'ils avaient essayé de revenir. Les 4 derniers randonneurs ne seront retrouvés que bien plus tard, plus loin, dans une zone enneigée très difficile d'accès. Et là, c'est un vrai mystère. Des blessures et éléments anormaux sont constatés sur les corps. Bien sûr, plusieurs décès, parmi le groupe de randonneurs, sont compatibles avec une hypothermie. Fuite dans la nuit, dans le froid, dans le vent, désorientation. Mais certains des corps présentent des traumatismes sévères, des fractures importantes, comme s'ils avaient subi un choc violent. Pour autant, aucun ne comporte de blessures externes typiques d'une agression classique. On note aussi, selon la légende, des détails qui ont particulièrement marqué les esprits. Certains auraient échangé leurs vêtements et d'autres n'en auraient tout simplement pas porté quand ils ont été retrouvés. Un détail étrange pour des montagnards aguerris. On aurait aussi trouvé des traces de radiation, même si ce point est très controversé et débattu. L'enquête, à l'époque, conclut à une cause assez vague, force naturelle irrésistible, ce qui a contribué à alimenter la curiosité autour de ce fait divers au fil des années. Mais ce qui est particulièrement étrange dans cette affaire, ce sont les éléments contradictoires. En pleine tempête, dans le froid, on s'imaginerait que des randonneurs expérimentés n'iraient pas quitter leur abri, synonyme de survie. Or, ils quittent la tente comme si quelque chose les chassait. Ils ne prennent même pas le temps de s'habiller correctement et on les retrouve dans des lieux et temporalités différentes. Une partie du groupe meurt simplement de froid, tandis que d'autres ont des blessures vraiment graves pour une simple errance. Dans les hypothèses les plus favorisées, on évoque une avalanche, entraînant panique, fuite, froid, blessures possibles dans un ravin. Un phénomène météo extrême, des infrasons qui auraient pu être produits par le vent et qui auraient produit un malaise ou une panique générale dans le groupe. Un accident interne. Et bien sûr, une expérience militaire, une attaque, voire des ovnis, même si cette hypothèse est la moins plébiscitée. Une hypothèse largement répandue serait aussi que le groupe aurait été victime du mal des montagnes. Cette affliction apparaît quand on monte trop vite en altitude. Elle occasionne des maux de tête, des nausées, de la fatigue, des vertiges, un mauvais sommeil. Et dans des formes graves, elle peut entraîner un édème cérébral avec de la confusion, des comportements incohérents, une perte d'équilibre, voire un édème pulmonaire avec un essoufflement, une toux et une faiblesse extrême. Le mystère reste donc entier, mais je suis curieuse d'entendre vos hypothèses. N'hésitez pas à me les laisser en commentaire de cet épisode. Je mets aussi en description un lien pour vous permettre de découvrir l'univers sombre de Spade et son média occulte noir. Merci pour votre écoute et à très vite.